Bonjour et bienvenue dans Terre d'Asphalte. Au sommaire de ce 12e numéro, nous découvrirons le projet Harley-Davidson Rushmore au guidon du Ultra Limited dans le Colorado, le nouveau Honda CR-V avec le moteur diesel 1,6 litre de 120 chevaux dans la région de Prague, ainsi que le maxi-scooter Yamaha X-Max 400 sur les bords du lac de Côme. Et nous terminerons enfin par notre nouvelle séquence Actu. Allez en route! Nouveau moteur Twin Cool et équipement hyper complet, la Ultra Limited est plus que jamais le porte-étendard de la gamme Harley-Davidson. Harley lance le projet Rushmore pour sa gamme Touring 2014. Le résultat de 4 ans d'écoute de ses clients, une démarche globale avec au final un nouveau moteur dit liquide et une richesse d'équipement sans équivalence. Si la gamme Touring bénéficie de nombreuses améliorations pour 2014, cette Ultra Limited a le privilège de toutes les proposer. Une réelle invitation au voyage qui mérite bien la revue en détail de cet équipement car les lignes générales sont conservées, mais en réalité tout est modifié. À l'avant, le nouveau carénage Batwin a une casquette de phare légèrement plus longue surmontée d'une entrée d'air. Un seul doigt permet tout en roulant de l'ouvrir ou non pour profiter d'un flux d'air qui réduit les turbulences derrière le grand pare-brise. En dessous, les déflecteurs sont toujours là pour une bonne ventilation l'été derrière ce carénage protecteur. De tout nouveaux phares et anti-brouillard à LED font leur apparition. Cet ensemble, dénommé Daymaker, le faiseur de jour, procure un éclairage incroyable et nettement plus intense que sur les modèles précédents. Pour le coup, c'est le jour et la nuit. Des LED sont également présentes à l'arrière avec les feux qui ornent le tout nouveau Tourpack surmonté d'un porte-paquet. Même s'il semble plus fin avec son nouveau dessin, sa contenance augmente légèrement. 2 casques intégraux y entrent sans souci, simplement posés ou base contre base, et une seule main suffit pour manipuler le couvercle de ce top case. C'est aussi le cas pour les sacoches latérales grâce à un petit loquet très facile d'accès. Le meilleur est à venir lorsqu'on s'installe sur la large et confortable selle de notre Limited. Devant nous, l'imposant tableau de bord est allégé avec plus que 4 cadrans au lieu de 6 et une finition noir brillant. Les autres informations sont sur l'impressionnant écran tactile de 6,5 pouces. À notre disposition, on a la radio et une prise USB pour brancher un lecteur MP3 ou un iPod qui trouve sa place dans un petit compartiment dédié au tableau de bord. Les 4 haut-parleurs de plus grand diamètre offrent un son d'excellente qualité même à 130 km/h. La navigation graphique et l'infotrafic font leur apparition en profitant de ce large écran ainsi que le téléphone main libre. Une bonne note est à mettre sur l'ergonomie car malgré le nombre important de fonctions, tout est facilement accessible via les 2 joysticks présents au guidon gauche ou droit, l'écran tactile ou les commandes vocales sur un casque équipé. 2 prises sont alors disponibles pour le pilote et le passager qui règlent le volume sonore individuellement si les haut-parleurs ne sont pas utilisés. Ce grand écran est parfaitement lisible et fonctionnel. Attention tout de même à garder un œil sur la route. On retrouve bien entendu des choses plus classiques comme le régulateur de vitesse ou les poignées chauffantes. À la conduite, on profite de 2 nouveautés majeures dont le freinage couplé par un boîtier électromécanique qui fonctionne avec le levier et ou la pédale sauf à basse vitesse. Le frein avant ne semble pas trop asseoir l'arrière de la machine alors que le frein arrière joue nettement sur l'avant. L'ensemble s'avère toutefois agréable. L'autre grosse nouveauté est l'arrivée du moteur Twin Cam 103 Twin Cool avec un double refroidissement à air comme avant et liquide, une révolution sur ce moteur. C'est uniquement le haut moteur qui est refroidi par liquide. On voit d'ailleurs les tuyaux arriver en haut et rejoindre dans les pare-cylindres les radiateurs de chaque côté. Il condamne les vides-poches mais pas les déflecteurs pour s'aérer les bottes. Un gain de puissance et de couple d'environ 7% est annoncé, mais c'est surtout la vivacité à bas régime qui y gagne un peu
et le confort avec beaucoup moins de remontée de chaleur pour le pilote, un vrai plus pour un touring. Tout ceci constitue le projet Rushmore de Harley-Davidson. Pour 2014, seul notre Ultra Limited en est totalement doté. Les autres n'ont pas encore cette motorisation Twin Cool ou tous les équipements, notamment le grand écran tactile. L'Ultra classique et la Street Glide évoluent tout de même très nettement. La gamme Touring débute avec le Road King à 22 990 € et notre Limited chapeaute la famille à partir de 28 290 € et 28 990 € avec cette peinture bicolore. Pour la concurrence, on peut hésiter avec la Honda Goldwing 1800 Airbag plus navigation à 32 590 € ou la Victory Vision Tour à 23 590 €. De notre côté, on aime bien l'équipement riche avec l'écran de 6,5 pouces et les phares Daymaker, l'ergonomie du Tourpack en Ethos, l'agrément du moteur Twin Cam 103 Twin Cool. On aime un peu moins le freinage couplé dans certaines situations, la partie cycle comparable à l'année précédente et la suppression de vide-poche. On termine par la fiche technique de cette Harley-Davidson Ultra Limited, disponible en septembre 2013 à partir de 28 290 €. La puissance est non communiquée, le couple de 138 Nm à 3750 tours par minute. Le frein avant est constitué de deux disques de 320 mm, le frein arrière d'un disque de 320 mm. Le pneu avant est un 130-80 17 pouces, le pneu arrière un 180-65 16 pouces. La hauteur de selle est à 740 mm, le poids est de 414 kg en état de marche et le réservoir de 22,7 litres. Il y a un an arrivait le nouveau CR-V et il y a 6 mois le nouveau moteur diesel 1,6 litre. Les voici enfin réunis et à l'essai dans terre d'asphalte. Nous voici à Prague, en Bohême centrale, au cœur de la République tchèque, connue pour ses multiples clochers dont celui de la cathédrale Saint-Guy, son château qui surplombe la ville et bien sûr l'incontournable pont Charles. C'est ici que Honda dévoilait son CR-V équipé du moteur diesel 1,6 litre de 120 chevaux qui vient compléter la gamme aux côtés du 2,2 litre de 150 chevaux. Découvert sur la nouvelle Civic en début d'année, cette nouvelle motorisation permet à Honda de proposer dans sa gamme un SUV avec un faible taux d'émission de CO2. C'est un moteur qui a été développé principalement pour le marché européen, qui a un taux de dieselisation encore très important aujourd'hui. C'est un moteur qui a été développé et qui bénéficie de la technologie Earthstream Technology. On a donc très faible émission de CO2 et c'est à la fois des moteurs extrêmement plaisants avec un niveau de couple qui est pour une cylindrée d'1,6 litre, un niveau de couple qui est assez exceptionnel. Donc des moteurs très ronds et très agréables et très silencieux aussi. Le moteur 1,6 litre de 120 chevaux offre donc sur le papier un important couple de 300 Nm dans ce CR-V dorénavant disponible en 2 roues motrices. Ces performances augurent de toujours allier au mieux le confort d'un SUV et la conduite d'une berline pour un taux d'émission de CO2 de seulement 119 g par km. Comme son frère de 150 chevaux, le 1,6 litre ID-Tech est équipé de la fonction Auto-Stop qui arrête et redémarre le moteur automatiquement au feu et d'un bouton Econ à gauche du volant qui permet d'assister le conducteur pour une conduite plus économe. Esthétiquement, rien ne change par rapport au CR-V arrivé en fin d'année 2012. On retrouve à l'avant une calandre plus volumineuse avec des optiques retravaillées pour paraître à la fois plus statutaire et dynamique. La ligne de la carrosserie est plus marquée et la hauteur du toit moindre pour améliorer l'aérodynamisme. À l'arrière, les optiques sont maintenant à LED et le haillon est redessiné avec uniquement des lignes horizontales, un style renforcé par le jonc chromé et le petit béquet qui intègre le troisième feu stop tout en haut du haillon. À l'intérieur, on retrouve l'ambiance du CR-V avec à l'arrière une très belle place aux jambes pour les passagers et les fameux sièges magiques qui se manipulent d'une main à l'aide d'une manette sur le côté de la banquette ou depuis le coffre selon ses besoins. Pour la remettre en place, il faut par contre ses deux mains. Le coffre passe ainsi de 589 à 1669 litres en un tour de main. À l'avant, on trouve la planche de bord avec ses deux écrans superposés, le plus grand donnant accès à la navigation et à la musique, l'autre à quelques informations complémentaires.
Le tableau de bord est très sobre à l'image du reste de l'habitacle, avec au centre un grand tachymètre. Dynamiquement, le CR-V se voit allégé de près de 115 kg d'après Honda, dont 47 pour le moteur. L'amortissement a donc été revu pour s'accorder à cette nouvelle répartition des masses. Très équilibré et peu sujet au roulis dans les enchaînements de virages, on se sentirait presque au volant d'une compacte si on fait abstraction de la hauteur de l'assise. On apprécie très rapidement la tenue de route et le confort offert par le CR-V avec cette nouvelle motorisation de 120 chevaux. Le moteur s'est resté discret et confirme tout le bien qu'on en avait pensé sur la Civic, même s'il est moins dynamique sous le capot de ce SUV plus lourd. Le freinage et l'amortissement se montrent en parfaite adéquation avec les performances de notre CR-V. Le 1,6 litre est bien entendu moins dynamique que le 2,2 litre, surtout dans le relief, mais son important couple permet tout de même une conduite tout en souplesse et la boîte mécanique sait se faire discrète. Ce nouveau CR-V 1,6 litre, c'est important pour le marché européen, le marché français. Le marché du SUV compact est un marché qui est aujourd'hui très important, c'est plus de 200 000 ventes par an en France et qui est vraiment composé d'un marché du 4 roues motrices avec des motorisations plus élevées, mais aussi qui se développe énormément sur du 2 roues motrices avec des moteurs je dirais plus petites cylindrées. Et à un niveau de CO2 beaucoup plus bas. Donc ce nouveau moteur, pour nous, c'est un complément de gamme très important. Ça va représenter environ 2/3 des volumes du CR-V, donc 1/3 en 2,2 litres 150 chevaux et 2/3 donc 120 chevaux à 1,6 litre. Voici donc enfin un CR-V plus propice à nos contrées, très dieselisé, avec ce moteur 1,6 litre e-Tech de 120 chevaux. Déjà apprécié sur la Civic, ce 4 cylindres donne à ce CR-V une belle dynamique, même s'il est plus glouton et un peu moins réactif en raison de la différence de poids de ces deux autos. Quoi qu'il en soit, on retrouve tout l'agrément du CR-V, que ce soit sur les aspects pratiques, comme dans l'agrément de conduite, avec en prime une belle homogénéité. L'écart de prix avec le 2,2 litre de 150 chevaux est d'environ 4 000 € selon le niveau de finition, hors malus, sachant que le 1,6 litre de 120 chevaux n'en a pas, si on n'opte pas pour des jantes de 18 pouces. L'écart de prix est donc encore plus important. Le CR-V avec cette motorisation est avant tout un excellent compromis pour un usage intensif. Pour la concurrence, on peut hésiter avec le Kia Sportage 1,7 litre CRDI de 115 chevaux à partir de 24 900 € ou le Toyota RAV4 2 litres T4D de 124 chevaux à partir de 26 590 € ou pourquoi pas le Volkswagen Tiguan 2 litres TDI de 110 chevaux à partir de 26 690 €. De notre côté, on aime bien le confort routier et l'agrément global, la modularité de la banquette arrière et le duo du diesel 1,6 litre et de la transmission 4.2. On aime un peu moins les sièges magiques mais pas complètement et le pack CMBS non disponible en option. On conclut avec la fiche technique du Honda CR-V 1,6 litre e-Tech de 120 chevaux, disponible en octobre à partir d'environ 29 000 €. Sa puissance est de 120 chevaux à 4000 tours par minute, son couple de 300 Nm à 2000 tours par minute, ses émissions de CO2 à partir de 119 g par km, sa masse de 1541 kg à vide, sa consommation de 4,5 litres au 100 km, son volume de coffre de 589 à 1669 litres, le diamètre de braquage est de 11,80 m et le 0 à 100 en 11 secondes 2. On se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie de Terre d'asphalte avec des essais et des actus. A tout de suite. La petite pause est finie, Terre d'asphalte reprend la route pour la seconde partie. On commence tout de suite par un essai. Allier la facilité d'un 250 aux performances d'un 400 pour un petit prix, c'est l'idée du X-Max 400 à l'essai maintenant dans Milan et sa région. Le nouveau X-Max 400 partage les bases de sa motorisation avec le Majestic 400 mais en offrant un dessin plus sportif, une conception différente et un tarif serré. Comme les X-Max 125 et 250, en dehors du moteur fait en Italie, le 400 est entièrement fabriqué et assemblé en France dans l'usine MBK de Saint-Quentin, dans l'Aisne, ex-Motobécane et propriété de la marque japonaise.
Du coup, MBK aura aussi son 400 avec le lancement de l'Evolis en fin d'année, le frère jumeau de notre X-Max 400. X-Max 400 donc, est un tout nouveau scooter donc, qui est issu de la famille Max. Alors c'est vrai qu'il sera amené à remplacer le Majesty 400. Donc on a eu le X-Max 125 qui a été le best-seller sur le marché et qui est toujours le best-seller du marché français. On l'a décliné ensuite en 250 et c'est vrai qu'aujourd'hui il arrive en 400 avec un tout nouveau châssis donc, qui est adapté à la motorisation. Le Yamaha X-Max 400 s'affiche comme un scooter au design sportif et élégant, avec un coup de crayon dynamique qui peut rappeler le T-Max sous certains angles. La face avant est très proche des autres X-Max. Le double optique à l'air sévère surplombe le petit garde-boue, les clignotants sont intégrés au carénage et une grande surface noire contraste avec la teinte du scooter juste en dessous du pare-brise. Cet élément, avec les coins supérieurs arrondis, est semblable à celui du 125 et 250, mais un peu plus haut de 5 cm. Avec une même largeur, les épaules restent assez exposées, mais le flux d'air est correctement dévié au niveau de la tête à une vitesse élevée. Les petits déflecteurs qui manquaient pour protéger les mains sont présents à la base du pare-brise sur ce 400. Comme le T-Max, le X-Max 400 a un boomerang sur son côté, mais il ne s'agit sur celui-ci que de décoration puisque le cadre en tube d'acier est tout à fait conventionnel, tout comme la disposition du moteur sur le bras oscillant. La selle d'un seul tenant, avec ses surpiqûres et un petit dosseret, est large et haute. À 785 mm, elle est 25 mm plus haute que celle du Majesty et 7 de moins que celle du X-Max 250. Le X-Max réclame d'avoir de longues jambes. Le tableau de bord s'inspire un peu de celui du T-Max. Parfaitement lisible, il affiche en permanence la jauge, l'heure et la température ambiante. La poupe du 400 est spécifique avec 2 feux larges qui donnent du volume à ce scooter tout en conservant un certain dynamisme avec des traits fuyants. En dessous, c'est exactement la même chose que sur le Majesty, puisque les deux engins partagent le même moteur. Le silencieux est différent, mais les volumineuses boîtes de chaque côté sont toujours là. Esthétiquement, on y perd grandement, mais économiquement, ce choix permet de ne pas faire grimper la facture. Côté pratique, le coffre de 37 litres est plus grand et fonctionnel que sur les 125 et 250, mais légèrement moins que sur le Majesty. 2 casques intégraux rentrent ainsi que quelques petites affaires supplémentaires. Le tablier accueille 2 vides-poches, dont un avec une clé. Les couvercles semblent fragiles lorsqu'on les manipule, mais on regrette surtout qu'une prise 12 volts ne soit pas disponible de série, juste en option. Quoi qu'il en soit, le X-Max 400 est certainement le meilleur compromis dans la marque japonaise entre les aspects pratiques et le dynamisme à la conduite. Au niveau du client, on imagine qu'il y a une partie des clients 250 du X-Max 250 qui vont monter sur ceux qui vont vouloir monter en catégorie, sur le X-Max 400. Après, je pense qu'on va toucher des clients qui aujourd'hui ont un budget qui somme toute est limité, qui n'ont peut-être pas la possibilité de se payer un T-Max et vont peut-être se rabattre sur ce type de produit. Le cadre proche du X-Max 250 a été allégé et renforcé sur le 400. Ce moteur, partagé avec le Majesty, s'est offert quelques modifications sur la transmission et l'injection pour gagner en reprise et en vivacité au démarrage, même s'il a perdu 2,5 chevaux dans l'opération. En comparaison avec le Majesty, le X-Max est plus léger de 9 kg. Les relances sont vives et convaincantes. Contrairement au Majesty un peu pâteau, le X-Max profite d'un encombrement réduit et d'une bonne maniabilité en ville. Son comportement est de bonne facture, même sur de très mauvais revêtements pour se faufiler sans encombre. L'amortissement est ferme. Il ne fait pas mieux ni moins bien que la quasi-totalité des scooters. Le bémol est à chercher dans la sonorité du moteur, comparable à celle du Majesty. Si on s'imaginait au guidon d'un T-Max de temps en temps, la musique nous rappelle que non à chaque accélération. Dans les courbes rapides, avec un revêtement irrégulier, même avec son cadre renforcé, on retrouve les oscillations propres au scooter. En revanche, sa stabilité est remarquable même à sa vitesse maximale en ligne droite, et il est rigoureux dans les enchaînements avec une conduite un peu dynamique. Ce scooter se montre brillant en ville et à l'extérieur, sans toutefois inquiéter le T-Max nettement au-dessus. Le freinage est convaincant dès la saisie des leviers, mais l'ABS n'arrivera qu'en fin d'année en même temps que le MBK Evolis.
Dommage que le freinage ne soit pas couplé pour le confort. Ce scooter fait parfaitement le lien entre le X-Max 250 et le T-Max 530. En reprenant l'architecture conventionnelle mais renforcée du X-Max 250 et la motorisation du Majestic 400 adaptée, Yamaha lance un scooter dynamique, plus pratique qu'un T-Max et bien moins cher puisqu'il est à 4 700 € de moins pour arriver à 5 999 €, à seulement 500 € de plus que le X-Max 250 ABS. Le résultat est très convaincant face à une concurrence quasiment inexistante. Comme tous les X-Max, il est possible de l'accessoiriser pour l'avoir en version sport avec un pot Akrapovic pour améliorer la sonorité, ou pourquoi pas en version GT. À vous de voir. Face au X-Max 400, on peut hésiter avec le Suzuki Burgman 400 à 6 199 € ou le Kymco Exciting 400i à 5 799 €. De notre côté, on aime bien le dessin moderne et sportif, la réactivité au démarrage et la maniabilité pour un 400. On aime un peu moins la sonorité peu valorisante, la rigueur en courbe rapide et l'ouverture des vides-poches. On termine par la fiche technique du Yamaha X-Max 400, disponible à 5 999 € sans ABS. Sa puissance est de 31,5 chevaux à 7500 tours par minute, son couple est de 33,88 Nm à 6000 tours par minute. Son frein avant est constitué de deux disques de 267 mm, le frein arrière d'un seul disque de 267 mm, le pneu avant est un 120-70 15 pouces, le pneu arrière un 150-70 13 pouces, la hauteur de selle est à 785 mm, le poids est de 211 kg avec le plein et le réservoir de 14 litres. Il fallait être patient en parcourant les canaux de la ville de Saint-Pétersbourg en Russie, entre les immenses bâtisses colorées et les innombrables édifices religieux, pour atteindre le musée où devait être dévoilée la nouvelle Mazda 3 lors d'un show simultané et savamment orchestré dans plusieurs métropoles mondiales en présence de dizaines de journalistes. Mazda met les petits plats dans les grands avec défilés et musiciens pour le lancement en fanfare de sa Mazda 3. Une auto très importante pour la marque, sur un segment où la concurrence est aussi acharnée que nombreuse. La marque japonaise crée l'événement autour de sa berline compacte. En totale rupture avec l'ancienne génération, elle intègre le style Kodo qu'on avait surtout vu jusqu'à présent sur les concepts de la marque, et qui après la récente Mazda 6, intègre donc la Mazda 3. La marque d'Hiroshima apporte ainsi un style très remarqué au milieu d'une concurrence archi-consensuelle. Elle annonce également vouloir bouleverser la perception du conducteur à bord avec un intérieur totalement redéfini. Elle sera présentée au salon de Francfort en Allemagne à la mi-septembre avec 3 moteurs essence de 100, 120 et 165 chevaux ainsi qu'une motorisation diesel de 150 chevaux. On vous donne rendez-vous le 4 octobre prochain dans Terre d'Asphalte pour un essai complet de cette nouvelle Mazda 3 sur les routes ensoleillées de la Catalogne. Et voilà, c'est terminé pour ce 12e numéro de Terre d'Asphalte. On se retrouve sur la même chaîne à la même heure le 20 septembre pour les essais de la Peugeot 308 présentée en première mondiale au salon de Francfort, de la Yamaha MT-09 avec son très attendu moteur 3 cylindres et du dernier 3 roues de chez Can-Am, le Spider ST. D'ici là, bonne route à tous et à bientôt.